C'était un soir comme tant d'autres dans un quartier résidentiel tranquille en périphérie de Lyon. Les lampadaires éclairaient faiblement les trottoirs encore humides d'une pluie récente, et une brume fine s'élevait des caniveaux. Lucas Delaunay, 12 ans, rentrait à pied de la médiathèque municipale, le sac chargé de livres empruntés pour la semaine. Garçon discret, curieux, passionné de science et de romans d'aventure, il n'avait jamais été du genre à chercher les ennuis. Mais cette nuit-là, le destin allait le mettre face à une décision qui changerait tout. Alors qu'il coupait par une ruelle étroite pour gagner du temps, il entendit un bruit sourd. Puis un cri étouffé. Un cri de détresse. Il s'arrêta, le cœur battant, tendant l'oreille. Encore un cri, plus faible cette fois, comme s'il venait d'une bouche bâillonnée. Lucas avança prudemment, se collant au mur décrépit de l'allée. Il aperçut alors une camionnette noire, garée de travers derrière des conteneurs à poubelles. Les portes arrière étaient entr'ouvertes. Et là, sous ses yeux, deux hommes encagoulés tentaient de faire monter de force une jeune fille, visiblement paniquée, d'à peu près son âge. Le cerveau de Lucas s'emballa. Appeler la police? Fuir? Se cacher? Mais il savait que chaque seconde comptait. Sans réfléchir, il ramassa un pavé et le lança de toutes ses forces contre la vitre avant de la camionnette. Le bruit du verre brisé résonna dans toute la rue. Les agresseurs se retournèrent, surpris. L'un d'eux se précipita vers lui, furieux, pendant que l'autre maintenait la fillette. Lucas courut à toute vitesse en direction de l'avenue principale, attirant l'homme à ses trousses. Il connaissait bien le quartier et savait exactement où se trouvait la caméra de surveillance de la ville. Par un incroyable concours de circonstances, une patrouille de police municipale passait non loin. Lucas surgit devant la voiture en agitant les bras. Essoufflé, il cria « Ils essaient d'enlever une fille !» Dans la ruelle derrière la rue des Marronniers. Les policiers réagirent immédiatement. En moins de 2 minutes, ils interceptaient la camionnette au moment où elle démarrait. Les deux hommes furent arrêtés sur place. La fille, choquée mais indemne, fut emmenée au commissariat. Elle s'appelait Chloé Monclerc. Ce que Lucas ignorait, c'est qu'elle était la fille unique de Marc-Antoine Monclerc, l'un des plus puissants industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, PDG du géant énergétique Solenergie. En quelques heures, l'affaire fit la une des journaux locaux puis nationaux. Un garçon de 12 ans déjoue un enlèvement à Lyon, héros malgré lui. L'acte courageux de Lucas Delaunay, il sauve la fille d'un milliardaire sans le savoir. Marc-Antoine Monclerc arriva au commissariat en urgence, accompagné de gardes du corps et d'avocats. Lorsqu'il vit sa fille, il la serra si fort que les agents détournèrent les yeux. Il exigea immédiatement de rencontrer le garçon qui lui avait sauvé la vie. Lorsqu'il vit Lucas petit, un peu timide, les vêtements humides, les lunettes de travers, mais droit comme un i, il resta bouche bée. « C'est toi ?» demanda-t-il simplement. Lucas hocha la tête. « Tu m'as sauvé ce que j'ai de plus précieux. » Puis il ajouta, avec émotion, « Comment puis-je te remercier ?» Lucas répondit, sans hésiter, « Je voulais juste aider. » Rien de plus. Mais ce moment de grâce n'était que le début d'une spirale inattendue. Le lendemain, des journalistes étaient postés devant l'école de Lucas, ses voisins passaient à la télévision, et des dizaines de lettres de félicitations affluaient à l'hôtel de ville. Pourtant, Lucas ne voulait ni gloire ni récompense. Il continuait de marcher comme d'habitude, de prendre son chocolat chaud avec sa maman dans leur petit appartement de Villeurbanne, et de s'endormir avec son livre préféré sous la lampe de chevet. Marc-Antoine, de son côté, n'en revenait pas. Il avait passé sa vie entouré de gens qui attendaient toujours quelque chose en retour. Ce garçon lui avait rendu sa fille, sans rien demander. Un soir, il prit son téléphone et appela la mère de Lucas. « Madame Delaunay ? Je souhaiterais vous inviter, vous et votre fils, à dîner chez moi. Rien d'officiel. Juste, pour vous remercier. » Le lendemain, Lucas et sa mère découvrirent la demeure Monclerc, un manoir moderne en pierre et verre, perché sur les hauteurs de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. À l'intérieur, des œuvres d'art, un piano à queue, des baies vitrées avec vue sur toute la ville. Mais Lucas ne semblait pas impressionné. Ce qui le toucha, ce fut Chloé, qui courut vers lui pour l'enlacer. « Merci » murmura-t-elle en larmes. « J'ai eu si peur. »
Pendant le dîner, Marc-Antoine présenta à Lucas une enveloppe. « Un petit geste de gratitude, dit-il. » Lucas jeta un coup d'œil et vit plusieurs billets. Il referma aussitôt. « Je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Mais il y a, peut-être quelque chose que vous pourriez faire. » Marc-Antoine, surpris, pencha la tête. « Je vous écoute. » Et Lucas prononça alors les mots qui allaient bouleverser la vie du milliardaire. Lorsque Marc-Antoine Monclerc, assis dans son grand salon au ton crème et bois précieux, demanda à Lucas ce qu'il pouvait faire pour le remercier, il s'attendait à tout, sauf à cela. Le garçon, les mains jointes sur les genoux, les yeux ancrés dans les siens, déclara calmement. « Ce n'est pas pour moi. C'est pour ma maman. » Un silence s'installa dans la pièce, brisé seulement par le doux tic-tac de l'horloge murale. Marc-Antoine se pencha légèrement. « Pour ta maman ?» Lucas hocha la tête, puis sortit un petit dossier de son sac usé. Il le posa sur la table basse entre eux. À l'intérieur, des lettres de refus de la sécurité sociale, des rapports médicaux, des diagnostics. Ma maman s'est blessée au dos il y a 2 ans. Elle travaillait comme auxiliaire de vie. Depuis, elle ne peut plus rester debout longtemps, ni porter quoi que ce soit. On attend une opération depuis plus de 18 mois. Elle souffre tous les jours. Marc-Antoine feuilleta lentement les documents. Il sentit une boule monter dans sa gorge. Pas seulement parce qu'il compatissait, mais aussi parce qu'il s'était toujours considéré comme un homme qui avait tout vu. Pourtant, il n'avait jamais imaginé qu'un garçon de 12 ans pourrait formuler une demande aussi désintéressée, aussi profondément humaine. Lucas reprit, « Si vous pouvez faire quelque chose, n'achetez pas un cadeau. Aidez-la à marcher à nouveau. » L'homme d'affaires fut bouleversé. Il appela immédiatement son médecin personnel, le docteur Morel, et lui transmit les informations. Il demanda qu'on organise une consultation privée à la clinique Sainte-Marie, l'un des établissements les plus réputés de la région. Le lendemain, Madame Delaunay était reçue comme une patiente VIP. Examen, IRM, diagnostic croisé, tout fut mis en œuvre. Le verdict fut clair, elle avait besoin d'une chirurgie lombaire avec remplacement de disque, une opération coûteuse, mais tout à fait réalisable. Marc-Antoine n'hésita pas une seconde. Il signa les papiers et régla les frais, anonymement. Aucun média n'en fut informé. C'était un geste personnel, sincère, discret à l'image de Lucas. Pendant ce temps, la notoriété du jeune garçon montait en flèche. Les journaux ne parlaient plus que de lui. Le petit héros de Villeurbanne, Lucas, symbole d'une jeunesse engagée, un courage sans calcul. La mairie lui proposa même de donner son nom à une future place piétonne. Mais Lucas, lui, restait indifférent. Il continuait d'aller en classe, de lire ses livres et de veiller sur sa mère qui, jour après jour, reprenait des forces. Marc-Antoine, de plus en plus impressionné, décida de faire plus. Il prit contact avec la direction du prestigieux collège Victor Hugo, une institution privée réputée pour ses programmes avancés en sciences et en robotique. Grâce à une bourse créée spécialement, Lucas intégra l'établissement en tant qu'élève invité. Il y découvrit un univers nouveau, des laboratoires de pointe, des professeurs passionnés, des camarades venus de milieux très différents. Parmi eux, Chloé Monclerc. Au début, Lucas se sentit mal à l'aise. Lui, le garçon des quartiers, se retrouvait entouré d'enfants de diplomates, d'architectes, de chirurgiens. Mais il ne tarda pas à prouver sa valeur. Lors de sa première semaine, il construisit avec des pièces détachées une maquette de drone solaire qui vola pendant plus de 12 minutes, un record pour un élève de 6e. Peu à peu, Lucas gagna le respect de ses professeurs et l'admiration de ses camarades. Et avec Chloé, il noua une amitié sincère, à l'abri des regards. Elle l'écoutait parler d'astrophysique, il l'aidait à faire ses devoirs de maths. Ensemble, ils partageaient une vision du monde plus vaste que leur quotidien, celui des étoiles, de la découverte, du rêve. Mais dans l'ombre de cette ascension, un danger silencieux se dessinait. Un garçon jaloux du succès de Lucas, Théo Barret, fils d'un député influent, commença à murmurer des accusations, que Lucas n'avait rien fait d'héroïque, que tout avait été mis en scène, que c'était un plan de communication pour redorer l'image de Monclerc. Ces rumeurs, d'abord ignorées,
commencèrent à se propager. Et puis, un jour, un drame éclata. Un professeur de sciences trouva dans le casier de Lucas un appareil électronique utilisé pour tricher. Le directeur fut alerté. Lucas fut convoqué. « Je ne l'ai jamais vu avant aujourd'hui », tenta-t-il d'expliquer. Mais le mal était fait. Le doute s'installait. La presse, si prompte à encenser, se retourna. L'histoire du jeune héros était-elle une illusion, titra un grand quotidien. Marc-Antoine Moncler fut contacté. Il appela Lucas en privé. Le garçon, humilié, baissa les yeux. Mais l'homme, au lieu de l'accuser, posa une main sur son épaule, « Je vais découvrir la vérité. Tu m'as sauvé ma fille. Je ne t'abandonnerai pas. » Et ainsi, au cœur de la tempête, naquit un lien indéfectible entre l'enfant et l'homme d'affaires. Un lien que personne ne pourrait briser. Après l'incident du casier, tout changea brusquement pour Lucas. Là où il y avait des regards admiratifs, il ne vit plus que des chuchotements. Dans les couloirs du collège Victor Hugo, ses anciens camarades s'écartaient sur son passage. Même certains professeurs, autrefois bienveillants, se montraient plus froids. Mais ce n'était pas la solitude qui le blessait le plus, c'était le doute. Ce doute insidieux que quelqu'un avait voulu le piéger, et que personne, sauf Chloé et Marc-Antoine, ne semblait le croire capable de dire la vérité. Chloé, plus déterminée que jamais, défendit Lucas avec fougue. Elle alla jusqu'à interrompre un cours pour crier devant tout le monde que Lucas l'avait sauvé au péril de sa vie. Que jamais il ne tricherait. Que celui qui avait mis cet appareil dans son casier était un lâche. Mais les preuves étaient minces. Et Théo Barret, le garçon à l'origine de la rumeur, jouait son rôle de petit-fils modèle à la perfection. Ses parents influents avaient discrètement appuyé l'idée que Lucas n'était qu'un coup médiatique, un pion dans une stratégie de communication de Moncler. Lucas, lui, s'enfonçait dans le silence. Il retournait chaque soir à son ancien quartier, et même s'il vivait désormais dans un appartement plus spacieux et lumineux, il passait des heures à relire les mêmes livres, les mêmes lignes, comme pour s'ancrer dans quelque chose de vrai, d'intouchable. Mais quelque chose était brisé. Il ne dormait plus bien. Il refusait les interviews. Il déclina même l'invitation à un concours national de robotique auquel il s'était brillamment qualifié. C'est alors que Marc-Antoine Moncler, voyant la flamme de Lucas vaciller, décida d'agir. Discrètement, il engagea un enquêteur privé, Claire Balavoine, une ancienne journaliste spécialisée dans les affaires scolaires. Claire passa en revue les caméras de surveillance, les logs informatiques et interrogea anonymement plusieurs élèves. Au bout d'une semaine, elle découvrit un élément clé, une vidéo, effacée du système de sécurité de l'établissement, mais récupérable à travers une sauvegarde cachée. Sur cette vidéo, on voyait très clairement Théo glisser l'appareil dans le casier de Lucas, alors que ce dernier était en salle de sciences. C'était le retournement de situation. Marc-Antoine, furieux, convoqua le directeur de l'établissement. La vérité fut rétablie dans la journée. Théo fut suspendu, et ses parents forcés de publier un communiqué d'excuses publiques. Le scandale fit grand bruit, et les réseaux sociaux explosèrent, #Justice pour Lucas devint viral. Les médias qui l'avaient cloué au pilori la semaine précédente tentaient de se rattraper par des interviews, mais Lucas n'accepta qu'une seule apparition, une émission éducative dans laquelle il parla de résilience, d'injustice et de science. Pour Lucas, ce n'était pas une victoire. C'était une réparation. Il déclara dans un extrait qui fit le tour du pays. Ce que j'ai vécu, des milliers d'enfants le vivent dans le silence. On les juge, on les condamne sans preuve. Mais la vérité finit toujours par ressortir. Parfois, elle met du temps. Mais elle trouve toujours un chemin. À l'école, les choses changèrent. Des élèves qui ne lui avaient jamais adressé la parole commencèrent à lui poser des questions, à lui demander des conseils. Les professeurs s'excusèrent, certains même les larmes aux yeux. Chloé, elle, resta à ses côtés à chaque instant. Leur amitié s'était transformée en une alliance forte, inébranlable. Marc-Antoine, de son côté, était bouleversé. Il vit en Lucas bien plus qu'un sauveur, il vit un exemple. Il organisa une cérémonie privée, dans son manoir, réunissant les anciens professeurs de Lucas, des scientifiques, des responsables associatifs.
Il annonça alors publiquement la création de la Fondation Delaunay, du nom du garçon, dont le but serait de financer les études des jeunes défavorisés passionnés par les sciences, la médecine et l'ingénierie. Mais au cœur de ce tourbillon d'événements positifs, un appel inattendu arriva chez Lucas, un soir. Sa mère, qui allait mieux, répondit en premier, puis lui passa le combiné avec un regard étrange. C'était un centre de soins palliatifs à l'autre bout de la région. La voix au téléphone était faible, presque un murmure. « Lucas? Je suis ton grand-père. J'ai beaucoup de choses à te dire. » Lucas resta sans voix. Il ne savait rien de lui. Sa mère n'en parlait jamais. Et pourtant, ce vieil homme, qu'il n'avait jamais rencontré, demandait à le voir et lui parlait comme s'il portait un secret enfoui depuis longtemps. C'est ainsi que, alors que tout semblait enfin se stabiliser, une nouvelle vérité allait faire surface. Une vérité capable de bouleverser non seulement la vie de Lucas, mais aussi celle de Marc-Antoine Monclerc. Le lendemain de l'appel, Lucas n'avait pas fermé l'œil. Ce grand-père dont il n'avait jamais entendu parler. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans un centre de soins palliatifs à Clermont-Ferrand, à des centaines de kilomètres? Sa mère, lorsqu'il l'interrogea, resta silencieuse un moment, puis lui dit « Ce n'est pas quelqu'un dont j'ai voulu que tu t'inspires. Mais, peut-être qu'il mérite de te voir une dernière fois. » Lucas, bien qu'envahi par le doute, accepta. Il appela Marc-Antoine Monclerc et lui raconta tout. L'homme, toujours sensible à la quête de vérité et de filiation, lui proposa de l'accompagner en voiture. Parfois, comprendre d'où l'on vient peut te dire où aller, lui dit-il en prenant la route. Le centre était modeste, niché dans une petite colline, entouré de cyprès et de silence. À l'intérieur, les couloirs sentaient la lavande et le désinfectant. Ils furent guidés jusqu'à la chambre 312. Le vieil homme dans le lit était amaigri, son visage ravagé par le temps, mais ses yeux étaient clairs, vifs, presque identiques à ceux de Lucas. « Tu me ressembles tellement, » murmura-t-il en voyant le garçon entrer. Lucas resta d'abord en retrait, puis s'avança. « Vous êtes mon grand-père? » L'homme hocha la tête. « Je suis Lucien Delaunay. Le père de ta maman. » Ce nom ne disait rien à Lucas. Mais lorsqu'il se tourna vers Marc-Antoine, il vit celui-ci se figer. Les yeux écarquillés, il balbutia. « Lucien Delaunay? Le Lucien Delaunay du projet Fusion Nova? » Un silence pesant tomba. Il s'avéra que Lucien, autrefois brillant ingénieur en énergie nucléaire, avait travaillé dans les années 1980 avec Marc-Antoine sur un projet de centrale solaire révolutionnaire. Mais à l'époque, une mésentente professionnelle grave les avait séparés sur fond de jalousie, de désaccords éthiques et d'une rumeur persistante selon laquelle Lucien aurait volé des plans confidentiels. Le scandale avait coûté à Lucien sa réputation. Il avait tout perdu, sa carrière, sa famille, et avait sombré dans l'alcoolisme pendant des années. « Je n'ai jamais volé ces plans, dit-il d'une voix rauque. Mais j'étais trop fier pour me défendre. » Lucas, bouleversé, vit dans ce vieil homme brisé un miroir de ce qu'il aurait pu devenir sans l'aide, sans la vérité. Marc-Antoine, lui, était secoué. L'homme qu'il avait cru trahir autrefois, le rival qu'il avait accusé dans les coulisses pour sauver son entreprise, était là en mourant, seul. Ce jour-là, il resta assis des heures dans cette chambre, à parler avec Lucien. Ils évoquèrent les années perdues, les rêves avortés, les erreurs jamais réparées. Lucas, silencieux, écoutait. Il comprit alors que même les plus puissants portaient en eux des regrets impossibles à effacer. Avant de repartir, Lucien tendit la main à son petit-fils. « Je ne te demande pas de me pardonner. Mais je voulais que tu saches que ce que tu es devenu, c'est au-delà de tout ce que j'ai jamais espéré. » Roucos lui serra la main. Fort? En pleurant. De retour à Lyon, Marc-Antoine prit une décision. Il convoqua une conférence de presse. Mais au lieu de parler de sa société, de ses produits ou de ses finances, il raconta l'histoire de Lucien Delaunay. Il reconnut publiquement ses torts. Il annonça la réhabilitation de Lucien dans les archives de l'innovation énergétique française et proposa que l'ancien ingénieur donne son nom à un nouveau centre de recherche solaire, construit en partenariat avec le CNRS. Mais ce n'était pas tout. Devant les caméras, Marc-Antoine se tourna vers Lucas,
assis à ses côtés, et dit « Ce garçon n'est pas seulement un héros. C'est un guide. Il m'a appris qu'on ne devient pas Glenn en accumulant de la richesse, mais en réparant ce qui peut l'être. » Lucas, les larmes aux yeux, ne répondit pas. Il se contenta de poser la main sur celle de Montclair. Dans les jours qui suivirent, le monde entier parla de cette conférence. Le nom de Lucas Delaunay entra dans les livres scolaires. Des enfants écrivirent à leur tour des lettres, racontant leurs rêves, leurs peurs, leur gratitude. La Fondation Delaunay reçut plus de 2 millions d'euros de dons en une semaine. Et Lucien? Il s'éteignit 2 semaines plus tard, en paix, entouré des siens. Lucas n'avait pas seulement sauvé une vie. Il avait guéri un passé. Et offert un avenir.